Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. On est là pour parler de la stratégie Netflix. Alors stratégie Netflix, version 2024, coup de tampon 2024, début 2025. La stratégie Netflix a beaucoup évolué. Leur place dans le marché a beaucoup évolué. Le cinéma a beaucoup évolué. Et du coup, on s'est dit avec l'ami Kerr que ce serait bien de vous faire un dossier. Et après, il s'est barré. Et il m'a laissé tout seul avec vous pour vous faire le dossier. Alors, dans les faits, il est un peu malade. Donc, il a raison de prendre du repos. Et je me suis dit que parfois, il y a des personnes, comme ça, sur un malentendu, qui aiment bien qu'on fasse un petit dossier sur un petit peu le monde des plateformes de streaming. Et je me suis dit, bah, autant attaquer la plus grosse, on ne sait jamais si on n'en tire pas des choses intéressantes. En préparant cette vidéo, j'ai appris beaucoup de choses et du coup, je vais essayer un petit peu de vous dire ce que j'ai retenu. Ce que j'ai retenu, c'est que les plateformes de streaming qui se plaignaient beaucoup d'être à perte il y a 2 ans, alors qu'on aurait pu penser que le Covid les avait tellement accélérés, les gens en regardant énormément de contenu chez eux, le cinéma allant moins bien, que ça avait poussé les gens à prendre de plus en plus de plateformes de streaming. Mais les chiffres qu'ils communiquaient pendant les grèves des scénaristes, des acteurs, puis des réalisateurs, laissaient à penser qu'au contraire, le monde était plutôt sombre pour les plateformes de streaming, qu'elle s'était un peu peut-être enfermée. On avait fait une vidéo, qui est une des vidéos que j'ai le plus kiffé faire sur la chaîne ces derniers temps, donc je vous invite à aller la regarder, qui est une vidéo sur la mort, point d'interrogation, du cinéma. Et en fait, le truc, c'est que un des arguments pour dire le cinéma global est en déclin, c'était que en fait, les streamers sont arrivés, ont amené le cinéma chez les gens pas cher et facilement, que du coup ça a accéléré le fait que le cinéma allait de moins en moins bien, et en même temps, en faisant ça, les films étaient de moins en moins rentables. De facto, les sociétés de production de moins en moins rentables, etc., etc. Et du coup, forcément, ça a accéléré ce déclin un peu du cinéma. Et fait est que là, dans ce qu'on voit sur Netflix en 2024, et particulièrement donc ce 3e trimestre 2024 qui a eu ces chiffres qui ont été donnés il y a peu, il y a pas mal d'éléments d'espoir, d'éléments qui contredisent un petit peu cette mort un peu affirmée du cinéma. Donc je trouve ça assez intéressant. Et aussi, il y a des craintes qui sont confirmées, et c'est un peu tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, les chiffres, est-ce que Netflix a atteint un plafond de verre qui... c'est impossible pour eux d'aller plus loin. Tous les gens qui pourraient avoir des abonnements ont des abonnements chez Netflix, qui était un petit peu la croyance des 2 dernières années, puisqu'ils avaient cru beaucoup en nombre d'abonnés, puis il y avait eu un peu un plateau. Et au final, ce qu'on voit, c'est que en chiffre d'affaires, Netflix, d'une année sur l'autre, c'est 15% de chiffres supplémentaires. Donc, la société va continue de croître. Alors attention, chiffre d'affaires n'égale pas bénéfice, mais en fait, la société continue de croître. Elle augmente ses bénéfices par rapport à ce qui était attendu par Wall Street. Elle est passée à 5,40 $, ce qui est un gros dépassement des attentes de bénéfices de Netflix. Donc la société va plutôt bien. Et c'est pas tant par ses nouveaux abonnés. Il y a des nouveaux abonnés qui viennent, mais la courbe vraiment s'est ralentie très fortement. On parle de 5,1 millions d'abonnés de plus en un trimestre, qui les amènerait à 282 millions d'abonnés, 282 millions et 700 000 abonnés au total sur fin septembre. Je rappelle, Netflix a dit qu'ils n'allaient peut-être pas continuer à donner leur nombre d'abonnés, parce qu'ils disent que c'est plus très intéressant, etc. En gros, c'est les numéros 1, donc en fait, à un moment, ils peuvent plus que stagner ou descendre, donc c'est plus très intéressant pour eux de communiquer sur ces chiffres. Et en gros, comme on le disait, le chiffre d'affaires augmente, mais le nombre d'abonnés pas tant que ça. Donc comment ils font en n'ayant que 5 millions sur 280 d'augmentation d'abonnés pour gagner 15% de plus de chiffre d'affaires? Et ça, la réponse... La très grande réponse, et la très grande réponse de plein d'analystes, c'est la publicité. Le tiers payant publicitaire, donc d'avoir mis des abonnements moins chers avec tiers de publicité, c'est un méga, giga
carton qui est énorme. Et en fait, ils ont étiré la gamme. C'est-à-dire que les gens qui veulent être des pigeons qui regardent du 4K sur leur télé 4K, qui sont vraiment des gros pigeons, eh bien... pour ceux qui ont que l'audio, ils vont peut-être pas avoir toute la nuance. Mais donc les gros pigeons, eux qui payent de plus en plus cher Netflix, d'un côté, et de l'autre, les personnes beaucoup plus raisonnables qui acceptent de la pub en payant beaucoup moins cher. Et donc on pourrait se demander si d'avoir des personnes qui du coup payent pas cher, en fait casse un petit peu cette rentabilité par utilisateur. Et au final, non. Il y a un équilibre qui s'est trouvé entre les pigeons et les personnes plus raisonnables. Et le truc, c'est que la finalité avec ça, c'est que cet équilibre qui se maintient donc plaît à Wall Street et donc explique pourquoi ils continuent d'avoir des investissements, mais aussi la publicité, donc qui compense le reste, le manque à gagner en fait de ces abonnements bas, pour l'instant est un méga succès. La publicité sur Netflix est vendue assez cher, beaucoup plus cher que par exemple sur YouTube. Donc les annonceurs savent qu'ils vont payer très cher, mais qu'ils vont avoir un nouveau type de marché. Et en fait, les annonceurs publicitaires, je vous promets qu'on va dans pas longtemps sur la stratégie, les contenus, mais il faut comprendre, je pense que c'est important de comprendre ça pour voir où ils vont. Et en fait, la publicité est vendue un peu en disant... en gros, dans le marché publicitaire, il y a la pub télé qui est vendue hyper cher et où personne n'est capable de dire si ça a marché ou pas. Est-ce que les gens étaient au petit cabinet pendant la mi-temps du match, ou est-ce qu'ils étaient en train de regarder qu'il y avait une pub pour une voiture et qu'ils étaient avec leur téléphone en train d'acheter une voiture? Je sais pas combien de personnes pour ça. Mais faut vraiment être à l'aise à mon avis pour dire oh là là, ah non, il y a une autre voiture, bon, j'achète l'autre voiture là. Et le truc c'est que du coup cette pub télé qui est vendue très cher et où personne ne sait si ça marche ou pas, le truc c'est que Netflix est en train de dire en fait nous on est la télé, mais on va vous dire si ça marche. On peut vous dire si les gens vont regarder l'intégralité ou la passer. On va vous dire les gens qui sont connectés, comme on a leur compte, on sait si c'est des personnes qui regardent beaucoup, un peu en fonction de ce qu'ils regardent. Ils sont capables un peu de supposer dans quelle tranche d'âge on est, supposer un peu de la tranche de revenus, notre sexe, préférence, de un peu tout. Et le truc, c'est que ça plaît énormément aux publicitaires. Et donc, d'avoir une pub qui n'est pas vendue aussi cher que télé, mais qui est vendue très cher, et qui en plus a toutes ces informations sur nous, ça, c'est un peu le Saint Graal. Et du coup, tous les streamers, c'est pour ça que là, je parle pas que Netflix, mais tous les streamers passent tous de plus en plus sur des tiers qui sont moins cher mais avec plus de publicité. C'est le focus de Amazon Prime. Ils ont dit que le focus c'était d'augmenter la publicité sur Prime Video. Netflix, c'est clairement un des focus pour les raisons que je viens d'évoquer. Il faut savoir que maintenant 50% des nouveaux abonnements pris sont des abonnements avec le tiers publicitaire. Donc c'est vraiment un carton énorme chez Netflix et qui permet un petit peu d'aller un petit peu au-dessus de ces plafonds de verre. Et en fait, maintenant qu'on dit ça, maintenant qu'on dit que les offres publicitaires, c'est un gros carton, que du coup, le but, c'est d'essayer d'avoir beaucoup de data sur ces spectateurs. Eh bien, ces data, elles ne sont pas faites que pour la pub. Ces data, elles sont aussi faites pour voir un petit peu quel type de contenu on aime bien, quel type de pub a eu l'air de mieux marcher sur nous, avec quel contenu, et donc de faire des contenus qui pourraient aller avec la logique de il y a plus de pubs qui est cherché sur telle thématique. Il faut bien voir que les publicités ne va pas le même prix en fonction du contenu où c'est. Un YouTuber gaming ne touche pas les mêmes revenus de pub qu'un YouTuber cinéma, qu'un YouTuber beauté, parce que chacune de ces sous-catégories a ses propres règles de publicité et ses propres montants moyens de publicité. Et donc, en fait, Netflix, avec toutes ces datas, va être en capacité de aller chercher à la fois des annonceurs
spécifiques et de pouvoir aller travailler sur ce marché-là, mais aussi de créer du contenu pour nous. Et Netflix qui a dit, alors là, l'IA, l'IA, on va pas faire du contenu avec IA. Nous, on veut que nos créateurs ils aient leur propre voix, ils soient vraiment... nous, on veut du contenu original, on veut pas tous ces trucs d'IA. Par contre, ils ont été très clairs qu'ils étaient chauds pour utiliser l'IA pour de l'analyse prédictive de quels étaient les types de contenus qui étaient sortis, de compréhension des goûts des spectateurs, etc. Et donc, Netflix est depuis le début une société qui se considère très data. Alors quand je dis depuis le début de la plateforme streaming. Au tout début, Netflix était connu pour être différencié d'autres potentielles plateformes parce que quand on mettait like ou pas, la plateforme allait nous conseiller des contenus, ce que ne savait pas faire un vidéo club, sauf quand on avait un vrai qui savait dire oh là, toi t'as bien aimé tel et tel film, j'ai une petite VHS pour toi, petit DVD, petit Blu-ray, et donc du coup le truc de Netflix c'était de faire ça. Et ben là ce petit Blu-ray de derrière les fagots, c'est des IA qui vont mouliner pour dire les gens qui ont aimé telle série vont sans doute aimer cela. Et comme ils vont avoir ces informations-là et ces pistes-là, eh bien, ils vont les utiliser de l'autre côté, du côté de la création, pour dire, eh bien, c'est ce type de contenu qui est attendu chez les spectateurs. Et donc, on a cet ensemble où on sent que Netflix, en fait, certes, la partie immergée de l'iceberg, c'est la partie création de contenu et diffusion du contenu, mais le bout de l'iceberg, la valeur de Netflix et la valeur qui ne va ne faire que croître, c'est ces data, c'est vraiment ces informations qu'ils auront sur ces 280 millions de comptes actifs, de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore qu'on attend mais qu'on va attendre dans 6 mois, qu'est-ce qu'on a regardé 10 fois dans le passé et qui peut-être vont nous manquer dans 2 mois. Et on sent qu'une grosse partie de la stratégie Netflix va être tournée autour de l'utilisation de cette mine d'or littéralement, de data qui va être utilisée sur les prochaines semaines et prochains mois. Et pour un peu clôturer sur ce sujet de l'IA, avant d'aller plus concrètement sur les contenus, il y a un truc que j'ai trouvé complètement dingue, c'est de la gestion de droits par IA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a les IA de Netflix entraînés par pays qui vont aller discuter en temps réel avec des ayants droit et qui vont dire moi en ce moment pour Noël je veux Harry Potter, est-ce que tu peux me donner Harry Potter et de l'autre côté il dit et tout va se faire automatiquement et ça va être oui bah alors c'est 100 millions c'est un peu cher, tu peux me faire 90. Et alors je sais pas s'ils vont parler avec des doigts, Daniel, ça je sais pas si c'est moi qui me fais le monde des IA un peu trop simpliste, mais en gros le but c'est que la négociation et l'acquisition de contenu se fasse en temps réel et automatiquement par les IA. Alors là, là c'est complètement dingue parce que ça veut dire que vraiment, il n'y a plus vraiment de personnes qui contrôlent qu'est-ce qui va sur Netflix, qu'est-ce qui disparaît sur Netflix. C'est juste une pression. Ils se disent ah là c'est le mois où les gens vont avoir envie de regarder des vieux trucs. C'est le mois de la nostalgie et tout. Allez, on rachète les droits de Friends. Là c'est Noël, c'est Harry Potter, là c'est machin, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, Daniel, j'ai su qu'on était entré en décembre parce que j'ai eu de nouveau envie de regarder Harry Potter. Pour moi, je me suis dit, j'ai envie de regarder Harry Potter. Ah, j'ai regardé le calendrier, on était le 1er décembre. C'est un truc, c'est une horloge biologique. Et d'une manière générale, on parlait de data et d'achat de droits automatiques. En fait, là où Netflix a beaucoup d'avance, c'est comme ils ont beaucoup d'abonnés dans beaucoup de pays différents et qu'ils ont l'intelligence de ne pas traiter ça c'est les États-Unis et ça c'est le reste du monde, ce que parfois savent faire les Américains. En fait, ils utilisent les données par pays pour aller localiser et gérer des achats en disant le marché français n'a pas les mêmes goûts que le marché anglais, le marché allemand n'a pas les mêmes goûts, etc. Et du coup, les achats se font vraiment zone par zone, ce qui est une des forces. Et alors, pousser ça par l'achat en temps réel pour que ça va un peu leur donner des ailes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est les seuls dessus, mais en tout cas, en faisant des recherches, c'est les premiers. Ils ont l'air d'être en avant sur le sujet par rapport aux autres plateformes de streaming.
Et c'est un peu normal parce que les autres plateformes de streaming, sauf Amazon Prime Video, ont tendance à dire que Disney, Paramount, Max, ils vendent le contenu qu'ils ont produit depuis des dizaines d'années. Là, on a Amazon et on a Netflix. Eux, ils sont dans une logique où certes, ils produisent beaucoup, mais depuis peu d'années. Et du coup, ils ont besoin d'acheter du catalogue. Alors, j'ai pas parlé de Apple, qui eux, ils sont sur une planète qui s'appelle Nous, on fait peu et quali, et on s'en fout, et qui est très bien comme planète. Il n'y a pas de souci. Ils ont moins besoin d'acheter des droits. Ok, alors maintenant qu'on a vu tout ça, la politique de contenu. Alors, la politique de contenu, elle a beaucoup évolué ces dernières années. On a eu plusieurs strates d'époque. Au début, Netflix, globalement, la grande majorité, c'était de l'achat de contenu. Ils faisaient de l'achat de contenu, de licences, et c'est ça qu'ils nous diffusaient. C'était Vidéo Future, pour ceux qui ont la ref, et ça s'arrêtait là. Ils avaient quelques séries, House of Cards par exemple, ou Marco Polo, cher à mon cœur, qui étaient là pour être des vitrines, mais globalement c'était de l'achat de contenu. Deuxième temps, ils commencent à produire de plus en plus et à tester des trucs. Là, on commence à avoir au début pas mal de séries, puis on a, il y a quelques années, juste avant le Covid, carrément une stratégie qui est de dire on va avoir un film par semaine. Tous les vendredis, vous aurez un film sur Netflix. Tous les films devaient avoir des logiques avec des suites. Il fallait que tous les films postés aient des fins ouvertes ou la possibilité qu'il y ait une suite. Ce qui était, là je vais parler en tant que spectateur, un petit peu frustrant de jamais avoir une fin à un film et le méchant qui se relève je suis là pour le 2 si vous payez et du coup on avait en tout cas beaucoup de films et beaucoup de séries. Il y a eu une grosse accélération. Là il y a un changement présent assez important, notamment beaucoup autour des films, qui s'est notamment soldé par le changement de job, parce qu'il avait d'autres opportunités, du patron film chez Netflix. Netflix est une des très rares sociétés à avoir deux patrons. Il y en a un qui est plutôt du côté série, l'autre qui est plutôt du côté film. Et le monsieur cinéma, qui est donc été en charge de faire des films franchisés les unes sur les autres, n'est plus là. Alors, beaucoup d'analystes mettent ça sur les épaules de plein de raisons, mais la principale, c'est que Netflix a eu beaucoup donc, de contenus originaux, de films originaux, mais il n'y a pas un nouveau film qui a tout fracassé, qui est le film que tout le monde retient sur une année, le film dont on a envie d'avoir des franchises, des suites et des suites. Là où, du côté série, les succès sont beaucoup plus marqués. Squid Games, c'est un événement culturel. Il y a eu plein de séries à événements culturels sur Netflix, des films. Il y a eu Don't Look Up qui a marqué, mais pas de suite sur Don't Look Up. C'est un beau succès. Et puis on passe à la suite. Il y a eu beaucoup de bons films sur Netflix, mais pas de films qui ont été générationnels, marqués, etc. Alors qu'ils se sont payés à perte le Scorsese. Et le but c'était de Netflix à cette époque-là, c'était de dire c'était un achat aussi d'images. On veut avoir des films qui vont être des films cultes pour les temps à venir. Là, pour l'instant, sur la partie Netflix, alors peut-être que le temps me fera mentir et que dans 5-6 ans, un film sur Netflix commencera à apparaître, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, suite un peu à ce constat qu'ils ont beaucoup investi et que les résultats étaient pas là. Les résultats, encore une fois, je dis pas que ces films sont pas bons, il y a beaucoup de très très bons films sur Netflix, je suis plus que spectateur de Don't Look Up que j'ai adoré, mais il n'y a pas ces succès générationnels comme on en parlait, il n'y a pas de Barbie, il n'y a pas de... et il n'y a pas d'Oppenheimer, donc au final, ce monsieur a laissé sa place. Ce monsieur a laissé sa place à quelqu'un d'autre et la stratégie petit à petit change. Alors elle changeait un petit peu avant, mais là elle est un peu plus marquée sur la politique des contenus. Et ce qui est marrant, c'est que du coup les contenus films se mettent un peu à émuler le contenu série. On a une part chez Netflix de contenus originaux qui est colossal. Alors là, il y a eu plein de changements. Le premier, c'est que du coup, il y a une augmentation assez significative
de films originaux, c'est-à-dire de films qui ne sont pas basés sur des livres, des œuvres, que ce soit des comics, etc. La part de films en production originale a fortement augmenté. Et la deuxième stat qui a fortement augmenté, c'est la stat de contenus qui sont des contenus régionalisés. C'est-à-dire que avant, Netflix était très US-centrique. Les films sortaient des États-Unis et puis allaient un peu partout sur la planète. Là où maintenant, les contenus Netflix viennent un peu partout et on n'a plus que, entre guillemets, on n'a plus que 45% des contenus produits par Netflix qui sont des contenus américains, enfin, ou anglais. Ce qui est incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont passés de peut-être 100% sur leurs premières années à maintenant, les contenus faits aux US sont minoritaires par rapport à la plateforme. Je prenais l'exemple en série de Squid Game. Beaucoup des derniers gros succès surprises de Netflix ne sont pas forcément des contenus faits aux US. Ils sont commandés par les US parce que c'est Netflix US, mais c'est les branches dans les différents pays qui portent les projets. À ça, il y a deux raisons. Il y a deux raisons assez simples. La première, c'était comme on le disait, Netflix a eu une forte envie de régionaliser ses contenus, d'avoir des entités. Il y a un Netflix France qui coproduit beaucoup de contenus, mais donc d'avoir des entités comme ça un peu partout sur la planète. Et la deuxième, c'est par nécessité, puisque pendant les années donc de grève, il n'y avait pas de contenu qui sortait des US, donc ça a laissé les coudées libres. Et à plein d'autres pays, l'Italie notamment avait fait il y a eu pas un salon, n'importe quoi, un colloque de professionnels audiovisuels en Italie, où le président du salon disait que ce qu'il fallait retenir de cette grève aux États-Unis, c'était l'opportunité que ça donnait à tous les producteurs de films dans les autres pays pour s'engouffrer dans ce manque de contenu que les streamers avaient. Et on a à l'heure actuelle, par exemple, 8% de tout ce qui est produit en hindi, tamil ou telugu. Il y a donc les langues indiennes. Il y a le deuxième producteur, alors c'est vraiment très large, c'est les langues asiatiques, représentent 21% de tous les contenus générés sur Netflix. Donc on est vraiment passé sur une société régionalisée à une société US-centrique à une société vraiment qui s'est mondialisée. Et du coup, par exemple, quand Netflix met beaucoup de sous auprès de Zack Snyder pour pouvoir produire Rebel Moon, c'est parce que leur but, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si on produit le nouveau Star Wars. On produit tout de suite le 1, le 2, on donne les moyens à un gros réalisateur, Schneider, qui en plus, quand il valide le projet, il est en train de surfer sur la Schneider Cut, sur la Justice League. C'est un réalisateur hyper bankable qui a des succès indiscutables comme 300. Donc on va donner des sous pour créer des nouvelles licences from scratch et on ne sait jamais si ça marche. Eh ben on a le prochain Star Wars, le prochain Seigneur des Anneaux, etc. Certes, encore pour l'instant, il n'y a pas ce succès intersidéral que Netflix a, mais leur but est de taper suffisamment large et sur suffisamment de projets pour avoir du coup ce prochain gros hit qui va sortir. Ce qui est marrant, c'est que dans justement cette vidéo sur la main du cinéma dont on parlait, les gros studios, les Warner, les très très gros studios, là je parle vraiment Paramount, etc., de Disney, eux sont un peu bloqués dans on fait que des suites, on fait des suites, des reboots, et des remakes. Et on a en ce moment au cinéma, on a Gladiator 2 qui affronte Vaiana 2, c'est des suites. Et le truc, c'est que Disney, quand l'année dernière ils disaient que ça allait pas, ils avaient annoncé nous on a un catalogue incroyable, on va faire que des suites et des versions live action, et puis on va pas se prendre la tête, on fait que des trucs qui gagnent des sous. Et du coup, ce que ça crée, c'est que ça crée ce côté un peu pour nous spectateurs d'avoir l'impression que de regarder une longue suite, reboot ou boucle sans jamais avoir de nouveaux contenus, de nouvelles créativités.
Et du coup, il y a ce truc, il y a cet effet aussi un peu pervers que quand un film de super-héros n'est pas bon, le suivant, même s'il est très bon, les gens n'iront pas le voir en salle. Les suites payent toujours le succès ou la qualité ou le défaut de qualité des œuvres d'avant. Et là, on se retrouve avec Netflix qui, eux, pour des raisons d'argent, pour des raisons de vouloir essayer d'être le Disney du futur, eh bien, eux, ils sont dans la logique complètement inverse. Netflix, concrètement, fait aussi des adaptations. Ils ont fait une adaptation de comics il n'y a pas très longtemps avec Jupiter Legacy. Ils essayent aussi, mais leur but est de devenir la société qui, dans quelques années, quand ils ne pourront plus avoir de nouveaux abonnés, parce que toute la planète et tous les gens qui ont les capacités de prendre un abonnement l'auront, et bien du coup, leur but, c'est d'être le futur Disney, d'avoir un coffre-fort rempli de licences dont ils vont nous vendre des jouets, du merchandising. Pour l'instant, voilà, les 3 super-héros qui sont là, je connais peu d'enfants qui ont des jouets Jupiter Legacy, quoi. Je pense que, concrètement, je pense que s'il y en a un, c'est qu'il se les crée, quoi. Il a pris des jouets en... Donc, au final, c'est pas que de la beauté de l'art, mais ce qui est cool pour nous, spectateurs, c'est que ça permet d'avoir une création d'énormément de nouvelles œuvres. Rebel Moon, j'ai pas aimé, mais c'est pas grave. C'est génial qu'il y a eu une tentative sérieuse de faire un film de science-fiction qui a des ambitions de devenir un nouveau Star Wars. Ça m'a pas plu, on a vu dans les commentaires que certaines personnes avaient aimé, d'autres n'avaient pas aimé. C'est pas grave, c'est une nouvelle proposition. Je suis plus content de voir Rebel Moon et ne pas aimer que de voir Jupiter, n'importe quoi, de voir Star Wars épisode 9. Il n'y a aucun débat. Hein. Donc, pour moi, en tout cas. Le truc, c'est que ce revirement de situation est très intéressant. Alors, attention, pas de doute. Hein. Si Rebel Moon était un carton, on serait déjà avec un petit plan derrière les fagots pour nous faire des Rebel Moon jusqu'au 10 et ça prendrait le budget des films originaux qui étaient projetés. Mais c'est pas le cas. Pour l'instant, Netflix est un grand pourvoyeur de contenus originaux et de contenus originaux dans plein de pays. Et je trouve que c'est un positif pour nous. Là où la deuxième partie peuvent peut-être un petit peu stresser certains sur la partie vraiment Big Brother est en train de regarder quand vous regardez. Mais le truc, c'est que à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des effets positifs à l'état de Netflix actuel. Et le dernier point, qui est un point qui peut-être vous touche peut-être beaucoup ou pas du tout, et ça c'est vraiment de l'un à l'autre, c'est la stratégie de contenu de Netflix sur les réseaux sociaux. Une grande partie du succès de Netflix, c'est les réseaux sociaux. Netflix est extrêmement fort pour sa communication. Alors, sa communication, chacun a son réseau social préféré. Moi, j'étais surpris de savoir, d'apprendre que Netflix est extrêmement fort et que son réseau social presque le plus fort en influence, c'est TikTok. Et que de par le fait de surfer sur des trends, sur des modes à un moment donné, ou en utilisant des extraits courts de toute leur production exclusive, ou de contenu dont ils ont les droits pendant un certain temps, et donc les droits de diffuser sur les réseaux. Du coup, quand vous voyez un extrait d'un film, etc., qui est piraté, parfois, là, en l'occurrence, chez Netflix, ils ont le droit. Ils ont le droit, du coup, ils vont pas se faire flaguer comme des pirates. En plus, c'est fait sur des gros comptes, donc il y a moyen que cet extrait du film, ce soit le compte Netflix qui soit le plus repartagé. Et du coup, il y a une autre étude qui est sortie en septembre de cette année qui disait que les contenus TikTok, dans les thématiques TikTok les plus partagées, c'était cinéma-série. Et en fait, on se retrouve avec Netflix qui est au top de sa forme en communication sur un des réseaux qui partage le plus ce genre de contenu. Et on se retrouve avec TikTok qui crée d'une série qui a un certain succès, des succès colossaux, ou même vraiment ce qu'on appelle des mouvements dans pop culture. Je regardais des études qui disaient quelles étaient les séries qui étaient en train de passer en tant que séries dites
virales, mais dans le sens vraiment qui vont toucher une très grande partie des spectateurs, même des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas regardé la série, connaissent les mêmes de la série. Et en fait, juste sur les derniers mois, Netflix a réussi à faire entrer dans cette catégorie. Encore une fois, c'est une étude qui avait des critères un peu spécifiques, mais il y a You, il y a Mercredi, Outer Banks, Ginny et Georgia, Bridgerton, Emily in Paris, qui sont devenus aux États-Unis dans la catégorie succès vague populaire, bien au-delà du simple fait de devoir regarder. Et cette communication de Netflix, et c'est vrai que je les suis pas particulièrement sur tous les réseaux, mais c'est vrai que Netflix souvent remonte toujours dans les premiers dans les feeds. Cette communication leur a permis d'accélérer tous les premiers éléments que je citais. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je n'ai pas du tout en tête que j'ai réussi à faire le tour à 360 de tout Netflix. J'ai juste essayé de donner des petits instantanés de plusieurs axes sur Netflix qui me paraissaient, en tout cas qui m'ont paru le plus intéressants quand je me suis renseigné sur le sujet. N'hésitez pas à le dire si ce genre de dossier vous plaît. Ça prend plus de temps que le reste. Et du coup, c'est toujours intéressant de voir si c'est quelque chose qui vous parle. Kerr, comme je sais que tu regardes cette vidéo, je te souhaite du bon repos. Repose-toi bien, reviens en forme et reviens vite. Des bisous à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous intéressait. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez soutenir la chaîne. Et vous pouvez soutenir la chaîne d'ailleurs juste par un commentaire ou pour les plus téméraires, les plus fifous, on a aussi un Tipeee pour soutenir la chaîne, ce qui nous permet un petit peu d'avoir une chaîne plus stable sur l'année. Le matériel casse, il faut le changer, il faut avoir du meilleur matériel. C'est des choses que Tipeee permet de faire. Donc merci à tous les tipeurs. Et puis du coup, j'ai envie de dire des bisous à vous, prenez soin de vous et très bonne fête dans ce mois de décembre. J'adore le mois de décembre, j'adore Noël et du coup, je suis très content qu'on y rentre. Des bisous, ciao ciao.